Il y a pas mal de gens parfois qui me demandent, heu, d'ailleurs qui ont un petit peu de mal à comprendre ce que je fais dans la vie, parce que là, à part faire le guignol devant des caméras ou parler dans des podcasts et cetera, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un petit peu du mal à cerner exactement quelle est ma profession, quelle est mon activité, et tout le monde a un peu compris que ça gravitait autour du sales, de l'entrepreneuriat. Le sales, pour les gens qui vraiment passeraient par là et qui ne seraient pas de notre giron, technique, c'est la vente, c'est l'exercice commercial, surtout, à des fins, de vente donc pour les entreprises, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais malgré le fait que la plupart des gens arrivent à identifier le «domaine auquel j'appartiens» entre guillemets, personne comprend trop, ce que j'y fous vraiment, et ce que les gens quand les gens comprennent un petit peu ce que j'y fais, se rapprochent de moi, commencent à vraiment tisser du lien et un petit peu découvrir un peu mon parcours, en tout cas mon exercice, principal, il y a une interrogation qui revient incessamment, quel que soit le type d'interlocuteur que j'ai, peu importe l'âge, peu importe l'origine de la discussion qu'on a. Et cette question-là, c'est pourquoi, je vais retourner ce cadre et vous expliquer dans une minute ce que c'est, pourquoi je choisis dans ce domaine, dans cet univers qu'est la vente, qu'est le commercial, le sales, pourquoi je choisis d'enseigner, donc vraiment d'habiter une place de professeur qui va apprendre, transmettre cette science, entre guillemets, qui n'en est pas une, plutôt que de plutôt me diriger vers un exercice de formateur, de coach, je sais pas moi, de conférencier ou d'opérateur un petit peu technique ou de dirigeant d'unité commerciale, etc. La raison fondamentale pour laquelle les gens me posent tout le temps cette question, et je fais cette vidéo avec ce sujet ce matin, parce que, encore une fois ce matin, quelqu'un qui me côtoie depuis l'extérieur du milieu professionnel, on n'avait jamais trop eu de conversation à ce sujet-là, m'a demandé ce que je faisais, et quand je lui ai expliqué, il s'est demandé un petit peu pour quelles raisons tu transmets, t'enseignes, ou en tout cas, plutôt que majoritairement exécuter toi-même, diriger des unités, ou carrément former, vendre ce qu'on appelle aujourd'hui des infoproduits, vendre des accompagnements, du coaching, etc. Et donc je disais, la raison pour laquelle tous ces gens-là me posent la question, même si parfois quand ils me la posent, ils se rendent pas forcément compte de quelle est la graine qui les pousse à m'interroger comme ça, c'est l'oseille. C'est l'argent, c'est la rentabilité, c'est le ROI, retour sur investissement. Parce qu'en fait, ce qui les perturbe, surtout ceux qui ont une compréhension entrepreneuriale, qui ont un petit peu de business acumen, c'est-à-dire la capacité un peu à comprendre comment les gens génèrent leurs revenus, quels seraient les potentiels leviers pour en faire plus, etc., c'est qu'on se rend tous un peu compte que enseigner sous la forme fondamentale, hein, la vraie appellation littérale, traditionnelle, si j'ose dire, de aller au-devant de groupes de personnes désireuses d'apprendre et de s'enfermer, entre guillemets, de se réunir pour ça, aller leur transmettre ce qu'on peut, plutôt que de productiser, comment dire, de faire de son savoir, de son expérience, de sa connaissance, de son expertise, avec des bons gros guillemets, un produit, un service, une prestation, que ce soit dans la formation, l'exécution, la co-exécution, le coaching et compagnie, comme la plupart de mes pairs PAIRS font, et je les embrasse tous au passage. Ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un reproche que je ferai aux gens qui ne sont pas de mon segment, qui ne sont pas dans les mêmes baskets que moi. D'ailleurs, il y en a très peu qui sont dans les mêmes baskets que moi aussi longtemps et avec autant pas d'insistance, parce que vous verrez que c'est pas l'insistance le sujet, mais avec autant de longévité entre guillemets, et il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'échelle, il y a juste des choses qui sont pas dites qu'aujourd'hui je vais vous expliquer. Le cadre que j'ai dans les mains, que de toute façon le reflet des lumières va vous empêcher de voir distinctement, mais c'est pas forcément... et hop, là on voit le petit retour. Coucou. Voilà, on va revenir sérieux. Le cadre que j'ai dans les mains, c'est un tableau enfin un tableau, c'est un joli cadeau qu'on m'avait fait. C'était la toute première promotion d'élèves que j'ai eu la chance d'accompagner, donc dans le cadre d'une école, parce que j'avais déjà évidemment pu pratiquer l'enseignement, en tout cas la transmission rapprochée à des tout petits groupes, parfois des individus, donc en one-to-one, ce qui n'est pas forcément ma cas, mais ça un jour je vous expliquerai pourquoi. C'était la toute première fois que je transmettais à l'intérieur d'un environnement scolaire. Scolaire voulant pas forcément dire université ou école traditionnelle, c'est tout simplement une structure dont la fonction, l'exercice, est de réunir des gens qui veulent se former, qui sont prêts à payer ou qui sont aidés, assistés par des budgets d'État
je pense à France Travail, CPF, OPCO et compagnie, et qui vont dépenser ces enveloppes-là dans des structures qui, elles, vont s'affairer à trouver des intervenants, à trouver des gens qui ont ce goût de la pédagogie, ce goût de la transmission, et qui vont leur sucer absolument toute la moelle intellectuelle, pédagogique et technique possible. Et vous voyez tout de suite dans ma phrase et dans le ton que j'y prends, que c'est déjà un problème. Mais revenons un petit peu à mon cas, parce qu'aujourd'hui on est là pour parler de moi, les gars. Pas du tout. Le titre de la vidéo mentionne donc le terme de dilemme. Okay, le dilemme, si je le caricature, c'est choisir entre faire les choses bien ou faire des choses rentables. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois par là. Mais avant de vous expliquer pourquoi il y a cette espèce de conflit entre ces deux voies, et pourquoi, malgré, là, ça commence à faire 5-6 ans que je suis dans cet exercice-là, parmi d'autres choses, encore une fois, hein, j'ai pas fait que ça en permanence depuis toutes ces années, mais c'est le sujet qui m'occupe et me préoccupe le plus. Avant de vous expliquer les racines de ce conflit et duquel je ne suis pas le seul à être frappé, hein, mais dont je ne suis pas le seul à être frappé, mais en tous les cas, qui est quand même quelque chose d'assez important, moi j'aimerais vous donner un petit peu ma vision de ce que je considère être la transmission. Parce que moi je suis dans la vente, je transmets de la pédagogie commerciale, de la théorie, une partie théorique qui vient, entre guillemets, des géants qui m'ont précédé. Alors géant, dans mon domaine, c'est peut-être un grand mot, tranquillement. On n'a pas de Socrate, on n'a pas de Spinoza et on n'a pas de De Vinci dans notre domaine, mais on a des gens qui nous ont précédés et qui ont fait des belles choses. Il y a peu de littérature sales, mais il y en a. Et il y a peu de grandes œuvres qui ont été sauvegardées, mais il y en a. Donc il y a une partie de la théorie que je peux transmettre qui va venir apporter ça à mes élèves. Et il y a une partie de la théorie que je me casse le fion à produire moi-même. Non pas pour essayer d'en faire quelque chose d'envergure commercialisable et où je pourrais apposer un copyright et une propriété intellectuelle qui m'enrichirait ou qui enrichirait mes descendants, mais tout simplement parce qu'en fait c'est un domaine comme beaucoup d'autres qui est technique et qui vit avec son temps, la vente, le commercial, comme le business, comme n'importe quoi. Et au-delà d'être parmi les acteurs qui le transmettent à des nouvelles générations, alors quand je dis nouvelles générations, c'est pas tous les 20 ans, hein, dans la plupart de mes classes, j'avais des gens qui allaient de 18 ans à 50 ans. Au-delà d'être un transmetteur, au-delà d'être un passeur, il faut aussi travailler sur le chantier qui nous intéresse. On est là aussi pour permettre à notre discipline, donc la vente dans mon cas, de se préserver des aléas de l'époque, de se recycler, de se renouveler, de s'adapter et aussi de s'améliorer. Il n'y a pas de honte et il n'y a pas de fausse humilité à avoir, à dire « Ah non, mais moi, je me prends pas pour ce que je suis pas, il y a déjà tout ça qui a été fait, je vais pas réinventer la roue, tout a déjà été dit, tout a déjà été inventé, la vente, c'est la vente, moi, je me contente de passer. » Ça, c'est des enflures de flemmards qui, malheureusement, trahissent leur QI assez rasemote quand ils vous disent des choses comme ça, et c'est surtout que c'est des gens qui n'ont pas envie de travailler, et ce qu'il n'y a rien de plus dur que d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, et il n'y a rien de plus difficile à faire accepter socialement. Et par contre, quand ça fonctionne, les rares fois où on arrive à produire quelque chose de positif, en fait, les résultats, ils sont pas pour nous, ils sont surtout pour les gens qui vont en bénéficier, et ça, c'est important de le dire. La transmission, pour moi, c'est la volonté fondamentale d'aider. Mais pas d'aider, tenez madame, je vous tiens la porte, ou je vous porte votre panier de tomates. C'est plus se mettre sur le chemin de gens dont on comprend à peu près l'intention et la volonté, en tout cas la direction dans laquelle ils veulent avancer. Donc là, c'est typiquement se retrouver face à des gens qui ont trahi leur posture, trahi étant pas un terme négatif ici, mais ont révélé leur posture, dévoilé leur posture en disant « bah voilà, moi je veux apprendre, je veux me reconvertir, je veux devenir compétent dans ce domaine », et donc se mettre sur leur chemin parce qu'on a, de ce qu'on pense de soi, en tout cas on peut se tromper, mais là moi je peux prétendre que le marché a un petit peu validé ce que je pense de mes compétences, se mettre sur leur chemin parce qu'on a des fruits, des armes, des conseils et des atouts à leur confier qui seraient précieux pour durer le plus longtemps sur l'itinéraire qu'ils empruntent et surtout éviter des pertes de temps, éviter des déconvenues et parfois même optimiser des actions et des initiatives. Et après, ils vivent aussi leur aventure et leur propre périple et ils feront face à des obstacles et à des challenges qu'on ne pourra pas complètement annihiler pour eux. Et c'est pas le but, hein, ils ont aussi besoin de se construire dans une difficulté. Mais la transmission, c'est la volonté d'apporter quelque chose. C'est-à-dire que, pour moi, quelqu'un qui vient pour essayer de convertir quelqu'un à une méthode, à un processus, à un certain dogme technique,
c'est pas quelqu'un qui veut transmettre. C'est quelqu'un qui veut... je sais pas comment expliquer, mais qui veut convertir, qui veut conquérir, et surtout, à mon sens, qui a des velléités derrière à récolter les fruits de cette pseudo-transmission, qui n'en est pas une, du coup, à des fins donc monétaires, ou en tout cas d'image, de célébrité, si on peut appeler ça comme ça, dans notre petit domaine éclaté au sol. Mais voilà, ils ont tous tout compris, ils ont tous la méthode, ils ont tous les hacks, ils ont tous absolument tout deviné et tout anticipé dans notre domaine, alors que ça fait 3 ans et demi qu'ils connaissent à peu près l'orthographe exacte du mot commercial. Et donc, ils ouvrent des accompagnements, des formations en leur nom, parce qu'ils ont vendu 3 semaines et demie dans une pauvre boîte où, évidemment, on peut absolument pas aller vérifier la véracité de ce qu'ils prétendent. Et ça, pour moi, c'est le mauvais chemin. Vous l'aurez compris dans ma phrase et dans mon ton, je vais pas m'en cacher, il faut aussi se mettre en face de ses valeurs. Ça veut pas pour autant dire que je condamne les gens qui sont sur ce genre de chemin. Par contre, je les juge. Okay, d'ailleurs, on va faire un petit truc rapidement là, à l'intérieur de cette vidéo-là qui vaudra pour absolument toute la suite. Tout le monde juge. Les trimards là, qui vous disent « Non mais moi, je ne juge pas », ils vous mentent. Juger, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire. Okay, c'est un réflexe, c'est une évaluation instinctive. D'accord ? C'est au même titre que quand vous rentrez dans une ruelle à une heure un petit peu tardive, que vous avez la chance d'être une femme dans notre pays, peu importe les attributs physiques ou pas et l'âge qu'elle a, mais qui n'est pas black belt de 18 arts martiaux et en détention d'un fusil à pompe chargé, bah quand vous ouvrez les yeux sur cette ruelle-là et qu'il y a une silhouette en face, vous allez instantanément évaluer le taux de risque, la situation. Si vous avez un petit peu d'instinct, bah, les potentiels échappatoires ou en tout cas itinéraires bis, si j'ose dire. Et ça c'est jugé, en fait. Après, vous pouvez vous tromper. En fait, on peut juger ce qu'on veut à condition de 2 choses, à 2 conditions, du coup. La première, c'est d'accepter qu'on va souvent se tromper, pour pas dire au départ plus souvent. Après, on affine notre jugement, et les gens qui ont un radar assumé, qu'ils ont éprouvé et qu'ils ont fait itérer au travers de leur existence, de leur vie, de leurs expériences, bah en général, se trompent de moins en moins, même si on est tous exposés à ça. Et la deuxième condition, c'est que on différencie le fait de juger et le fait de condamner. D'accord ? On est obligé de juger, mais rien ne nous oblige à condamner. Condamner, c'est actif, c'est proactif. D'accord ? Si vous faites tomber une sentence, alors c'est un grand mot, sur quelqu'un, de par un contexte et l'évaluation de sa situation qui vous est propre, qui traverse votre logiciel, votre manière de voir les choses et vos opinions, qui sont pas forcément les meilleures de la planète, si vous faites tomber quelque chose sur cette personne-là, là, vous condamnez. D'accord ? Ça, c'est un droit qu'à mon sens, on n'a pas au-delà d'un certain cercle proche où les autres individus nous ont un petit peu donné ce droit de par notre proximité et de par la preuve qu'on a des intentions pures, saines et à peu près bienveillantes à leur égard. Je ferme cette parenthèse-là. Et donc je juge tout à fait les gens qui, avec très peu d'expérience, une très grande gueule, étant moi-même détenteur d'une grande gueule, je me permets de faire ce commentaire, et juste d'une envie de s'auto-éclabousser avec leur propre... on va pas finir cette phrase, se mettent à vendre des produits, des méthodes, des formations, des dogmes, des accompagnements, et la voie vers la lumière commerciale, alors qu'ils savent qu'ils n'en ont absolument aucune légitimité. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo qui s'attardera plus sur ce profil. Les amis, faites attention à vous, mettez vos protèges tibia. Pourquoi c'est un gros problème et comment on va éteindre ce phénomène-là. Revenons au sujet de la vidéo. Transmettre, c'est pas se la jouer Abbé Pierre. Transmettre, c'est pas faire croire à tout le monde que nous, on a été mis sur la planète uniquement pour faire le bien, qu'on est donc un être supérieur de lumière, et qu'il faut dire amen à tout ce qu'on dit. Transmettre, c'est essayer d'aider des gens sur leur itinéraire. En tout cas, c'est essayer de leur permettre le prochain pas. Tout encore une fois en acceptant qu'on peut se planter, en acceptant qu'on n'est qu'un messager porteur d'un message. Il va y avoir 2 jugements, justement, le jugement du message et le jugement du messager. Rares sont les esprits assez élevés et sages pour comprendre que le messager n'a jamais d'importance. Dans aucun cas, le message a toujours toute l'importance. Permettre ce prochain pas. Ce prochain pas, il peut être en avant, en arrière, de côté, peu importe. Il y a des gens qui ont besoin de prendre du recul sur leur situation. Il y a des gens qui ont besoin d'être poussés au cul pour avancer, parfois fortement, parfois moins. Et il y a des gens qui ont besoin de réaliser, ou en tout cas de goûter, la saveur d'une voie un petit peu parallèle, ou ne serait-ce qu'annexe à la bretelle d'autoroute qu'ils sont en train de prendre,
de prendre et qui, à nos yeux, n'est pas la bonne. Encore une fois, en acceptant que, premièrement, on peut se planter, et il faut assumer de se planter. Vous savez, un médecin, quand il pose un diagnostic, et je fais là mention forcément des médecins qui sont les spécialistes confrontés aux cas les plus complexes, et je vous invite à aller faire un tour des erreurs médicales, c'est très intéressant à lire, pas d'un point de vue juridique, pas du tout d'un point de vue juridique, ça c'est le drama, ça c'est les séries B, je vous parle d'un point de vue analytique et diagnostique. Bah, le médecin, il porte ses couilles, hein, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais il y a un moment donné, il pose un diagnostic, il sait qu'il y a une variable. Il en est absolument convaincu, c'est pour ça qu'il est médecin. C'est parce que lui fait partie des gens dont le radar et les capacités à poser un diagnostic sont censés être les plus aiguisés de la planète. Mais il sait qu'il y a une variable. Le jour où vous tombez sur un médecin qui vous dit qu'il n'y a aucune marge d'erreur, vous n'êtes pas devant un médecin, vous êtes devant un gourou, vous êtes devant un fou furieux, vous êtes devant quelqu'un qui n'a pas envie de se casser le cul 3000 ans à vous parler de vous. Après, si c'est pour vous diagnostiquer le fait que vous avez un bouton, il ne prend pas trop de risques. Okay, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais j'ai toujours eu beaucoup d'empathie chez les spécialistes, alors non pas que j'en ai fréquenté beaucoup pour moi-même, mais malheureusement pour des personnes de mon entourage, parce qu'il y a toujours ce truc-là d'être l'incarnation de la mauvaise nouvelle ou de la bonne nouvelle qu'on porte, en sachant qu'elle peut être piégée. Elle n'est pas piégée par leur intention, elle est piégée parce que on est sûr de strictement rien dans le monde, même pas que le monde existe, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bref, revenons encore une foutue fois à nos moutons. La transmission, donc, c'est l'envie d'aider, mais ça va au-delà de ça, parce que si c'est juste l'envie d'aider, bah, du coup, moi, j'ai ma carte de membre des êtres de lumière irréprochables et à qui on ne peut rien dire, et vous devez me baiser les pieds et vous prosterner à chaque fois que vous me croisez. Sauf que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que ça remplit la première moitié de l'équation pour qu'elle soit saine, à savoir avoir des fins, avoir des objectifs, avoir des retombées qui, a priori, si elles sont jugées et regardées sans passion ni sans haine, comme on dit, donc juste avec un regard neutre et pertinent, pragmatique, vont avoir des conséquences à peu près positives, en tout cas déjà pour l'individu. Donc, au-delà de l'individu, bah, dans l'environnement, dans l'entourage au sein duquel rayonne cet individu et ses actions, on parlait dans une vidéo précédente de, plutôt que de se regarder soi, c'est de regarder les actions qu'on mène à travers le monde et de s'analyser au travers des conséquences de l'impact de nos actions. Pensez à cette métaphore du jeu à la première personne où on voit que ses mains, et on voit surtout les impacts de ce qu'on fait, plutôt que de se regarder toute la journée la gueule. Ça, c'est la première moitié de l'équation pour qu'elle ait un minimum je sais pas comment on dit, de sainteté, de sanité, j'en sais rien, on s'en fout. La deuxième ou première moitié de l'équation, c'est que ça me remplisse, ça m'énergise, ça m'épanouisse, et surtout, ça me donne une raison de faire des sacrifices, parce qu'on va y venir à ça, pour poursuivre dans cette voie. On est dans une époque qui, je pense, diffère assez peu des époques précédentes, mais où la capacité à se mouvoir de l'information, la vélocité avec laquelle l'information se meut, je ne sais pas si vous savez, mais ça se dit comme ça, moi ça m'éclate les mots comme ça de la langue française, mais surtout la capacité à être déformée, à être utilisée, à être retournée contre nous, ou être un instrument positif à notre égard de l'information, du savoir, de la culture, etc., et du regard de la planète. On est dans une ère, une époque où on veut être immortel, en fait. On l'a toujours voulu, je pense. Dès que l'homme a pris conscience de son existence et a été capable, de par son langage et la complexité de son vocabulaire, de synthétiser la pensée que peut-être sa mortalité serait un jour résolue, ou si elle n'est pas résolue dans ce monde, qu'elle ne soit plus un sujet dans le suivant. Hein. J'ai rien inventé, rien à vous apprendre. Hein. C'est ce que vous me prônez la plupart des dogmes. La sauvegarde de votre âme. Il y a même des gens qui essayent d'être immortels ici-bas, hein. C'est plus un sujet tabou, entre guillemets, d'un point de vue intellectuel. Alors j'ai jamais compris pourquoi c'était tabou d'un point de vue exercice de pensée. Tant qu'on vous vend pas des fioles, comme à l'époque du Far West, d'élixir de mes couilles, de jus de testicules de crapaud pour vivre 200 ans. Après, si vous êtes suffisamment con pour acheter ça, vous méritez peut-être de vomir. Mais on essaye d'être immortel. En fait, on n'essaye pas d'être immortel quand on est un peu sain d'esprit, on essaye de faire en sorte que notre être, que ce qu'on a imprimé sur le monde, nous dépasse. Les artistes font ça. Pas forcément pour cette raison, mais les artistes font ça. Les gens qui écrivent, les gens qui prennent la parole, les gens qui se battent
les gens qui protègent, les gens qui construisent, surtout, font ça. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire en sorte que leur rayonnement, leur impression sur le monde, impression dans le sens imprimer quelque chose, aille plus loin que leur existence organique, biologique. Moi, c'est pas forcément que ça m'intéresse pas de faire ça comme ça, mais comme je suis pas pianiste, je suis pas peintre, je suis pas explorateur ou grand physicien, tout simplement à cause du fait que je n'en ai pas les capacités, restons extrêmement honnêtes entre nous, j'ai découvert une espèce de chose, alors je pense que je suis pas le premier, bien évidemment, mais je vous parle avec mes tripes et ma vision, j'ai découvert qu'en fait, quand sincèrement voulant dire pour moi, sans autre agenda que celui d'y parvenir, quand sincèrement on essaye de donner des clés, de donner des armes qui nous ont été utiles, qu'on a peut-être façonnées nous-mêmes, mais en tous les cas, qui ont porté leurs fruits dans notre existence, quand on essaie de transmettre ces armes, de transmettre ces morceaux d'informations à des individus disposant d'un destin, d'intentions et d'objectifs auprès desquels ces armes, ces nouvelles cordes, ces attributs vont permettre peut-être une amélioration, peut-être un renforcement, un encouragement, une sauvegarde, un salut quelconque. En fait, on existe hors de soi quand on fait ça. C'est la première fois que j'essaye de mettre des mots sur cette espèce de pensée que j'ai, donc ne m'en voulez pas si c'est extrêmement flou. On travaillera à la dimension itérative d'ailleurs de ce format one-shot, puisqu'en fait, ce que je ne vous ai pas expliqué sur ce format, c'est que j'ai quand même des idées de poncer indéfiniment et améliorer indéfiniment quelque chose qui a été pensé, produit une première fois, confronté à la réalité et à ma propre interprétation passive, donc me détacher du fait d'être le porteur de la pensée et de la regarder comme vous, comme un observateur ou comme un interprète, et ensuite, pourquoi pas la réabsorber pour la ressortir et la raffiner. C'est pas forcément un terme qui est positif à notre époque, puisqu'après tout ce qui est raffiné dans le monde, non pas d'un point de vue raffinement qualitatif, mais raffinement industriel, va certainement causer la fin de notre espèce, et ça fait plaisir. On existe hors de soi par la transmission. Hors de soi voulant dire au-delà de soi, mais sans cette espèce de dimension un peu spirituello-immatérielle. C'est-à-dire que hors de soi, donc en les autres, en autrui, en ceux qu'on aide. En tout cas qu'on essaye d'aider. Pourquoi? Parce que si vous transmettez quelque chose, et qu'il est indubitable que cette chose a eu un effet, petit ou grand, profond ou superficiel, court ou durable, instantané ou lointain, peu importe, a eu un effet. Et vous verrez, pour ceux qui sont de mon métier, on est tous unanimes sur le fait que c'est un tel luxe, plaisir, voire nirvana, d'avoir l'incontestable preuve de ça, l'incontestable preuve qu'on a eu un impact, et qui était celui qui était désiré. C'est vraiment la meilleure des cams au monde, je vous le dis. J'ai perdu le fil de ma phrase et vous vous en rendez compte, c'est les risques de ce format. Ceux qui ont l'habitude de cette chaîne savent très bien que c'est pas un problème. Quand on a fait ça dans une trajectoire humaine, même si c'est pas forcément conscientisé par la personne qui existe, par ce récipiendaire, je vous fais une confession, la première fois que j'ai entendu le mot récipiendaire, j'ai cru qu'on parlait d'un récipient d'air. Voilà, fin de la parenthèse. Donc récipiendaire, c'est le destinataire, le receveur, le réceptacle, le réceptionniste, je ne sais pas comment on dit, récepteur de cet acte de tentative d'aide, de transmission. En fait, au-delà de l'information qu'on transmet, on est avec l'information. Et pour autant, il y a quelques minutes, je viens de vous dire, le messager n'a jamais d'importance. Il n'a jamais d'importance dans la manière dont va être digérée, métabolisée, si j'ose dire, intellectuellement, et exploitée, l'information. Par contre, c'est quasiment impossible pour quelqu'un qui a une mémoire à peu près fonctionnelle et un cœur, de vous détacher définitivement dans son esprit de l'information qu'il a reçue. D'ailleurs, il y a des gens qui sont forts à ça, moi, me sidèrent et me fascinent, mais pas positivement. C'est-à-dire qu'ils se rappellent absolument de tous les conseils positifs qu'on leur a donnés. Ils en ont même construit leur réussite. En tout cas, ils s'en sont servis pour ça. Et pour autant, ils n'ont plus la moindre mémoire
donc forcément reconnaissance et donc forcément humilité face à leur réussite de qui leur a transmis quoi que ce soit. Ça existe, je vous dis, j'en ai déjà rencontré. Pour autant, je leur prête pas d'attention. Mais je les juge, d'accord ? Mais je les condamne pas, mais je les juge quand même. Donc c'est exister en dehors de soi, au-delà de soi. Quand je donne un conseil à Marie, je crois que j'ai déjà eu des élèves qui s'appelaient Marie. Bon, Marie, c'est pas de toi en particulier que je parle, c'est pour donner un nom que je pensais être, n'avoir jamais été celui d'une de mes élèves, mais en fait si. J'avais une élève qui s'appelait Marie, mais ça se disait Mary à la British. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, mais c'était... voilà, fin de la parenthèse encore une fois. Quand je transmets quelque chose à Marie, que cette chose fait est fait, que Marie en ait conscience ou non, c'est pas le problème. Que Marie en soit reconnaissante ou non, c'est pas le problème. Que Marie se mette elle-même à le retransmettre ou non, c'est encore moins le problème. Mais factuellement, ça a fait et fait. Quelque part, j'ai prolongé mon existence, mon impact, au-delà de moi-même, au-delà de mon petit nombril et de ma petite auto-vibration, noyau nombrilistique auto-centré, dans la destinée, alors destinée c'est le mot qu'il ne faut pas utiliser, mais dans l'existence de quelqu'un d'autre. Voilà, donc quand vous comprenez ces deux parties de l'équation, vous pouvez tout à fait vous dire, le mec il est bien brave, mais il faut qu'il change de dealer parce que son LSD semble avoir été légèrement éventé. Je vous rassure, je ne suis sous aucune substance à part celle de l'envie de vous transmettre quoi que ce soit. Quand vous comprenez ces deux parts de l'équation, à savoir la première chose, c'est qu'il faut que ça vous remplisse, il faut que ça vous allume un feu à l'intérieur. Moi, le feu que ça allume, c'est le fait d'exister au-delà de moi, non pas parce que je crois que ça va me rendre immortel dans un monde lointain ou je ne sais pas quoi, c'est parce que j'ai du mal à voir la consistance et l'intérêt d'exister uniquement pour soi, en soi, devant soi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, j'en vois l'intérêt pour exister dans les autres. Je trouve que la plus belle des existences, c'est celle que vous donnez dans les mots, les cœurs, les âmes, les esprits, les souvenirs et les reconnaissances des autres. Il n'y a rien de plus beau que d'entendre, je sais pas, moi je pense à un mariage ou une cérémonie où ça a pu m'arriver dans ma vie, où quelqu'un va émettre le souvenir, souvent empreint d'émotion et de douleur, la douleur étant pas forcément quelque chose de négatif, mais quelque chose qui révèle la force, l'attachement et l'amour qui a pu être porté à une personne qui n'est plus là, ou une personne qui n'est pas là, tout simplement, qui va toujours bien, mais qui n'est pas là physiquement. Je vois plus d'intérêt à exister dans ça que dans notre vie matérielle et de dire « moi, je suis le gars qui a fait ci, merci de m'embrasser à chaque fois que vous me croisez, merci de vous faire tatouer mon portrait sur l'épaule. » Après, il faut bien exister pour avancer, mais je ne suis pas certain que ce soit un moteur suffisant. Donc vous comprenez ces deux parties de l'équation, j'ai fait un gros approfondissement sur ça, mais je trouve que c'est important pour comprendre. Il y en a peut-être qui passeront à côté, plutôt que de vous dire, enfin, vous faites ce que vous voulez les gars, vous êtes majeurs et vaccinés, enfin ça dépend. Si vous comprenez rien à ce que je raconte et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, passez une bonne journée, et il n'y a aucun, pour le coup là, il n'y a aucun jugement de ma part. Par contre, si vous comprenez pas, mais que vous aviez l'intention de comprendre au départ, n'hésitez pas à interroger mon propos dans mes commentaires. On n'est pas... Alors moi, je débat pas, les gars. C'est-à-dire que, pour moi, l'attitude la plus absurde d'un prétendu intellectuel ne veut pas dire intelligent, c'est de débattre. Sortez vos tubs, les mecs, hein, ça va plus vite. Je suis désolé de le dire comme ça. Les gens qui sont fascinés devant les gens qui débattent, je vous vois comme vraiment comme des insectes. Et encore, pas les insectes les plus péchus, tu vois, pas les insectes qu'on fait Polytechnique. Bref, c'est mon avis, jugez-le, condamnez-le si vous voulez. Mais n'hésitez pas à interroger mon propos, pas pour vous faire mousser et pour montrer à qui que ce soit que vous avez une réponse à ce que je dis. On s'en branle de votre réponse. Ce qui compte, c'est votre envie de comprendre, et pourquoi pas d'y amener quelque chose de supplémentaire. Mais vous savez, l'envie et l'intention, ça se trahit dans le moindre des propos, dans la moindre des tournures des phrases. Le style que beaucoup de gens interprètent comme quelque chose d'esthétique est en réalité, à mon sens, un révélateur, parfois mal interprété, mais très ténu, très subtil, de l'intention de quelqu'un. Quand quelqu'un vient pour ramener sa science, ça se dégueule, à mes yeux en tout cas, dans ses propos, quand quelqu'un vient, même avec une attitude un petit peu bousculante, mais pour réellement faire avancer sa propre compréhension et donc aider ceux qui n'ont pas osé prendre la parole à aussi avancer, hein. La métaphore du seul élève qui ose poser une question que tout le monde estime bête et qui en fait va aider tout le monde à mieux comprendre, ça moi je le salue, sans encourager quand c'est fait de manière factice.
Je sais plus du tout où j'en étais, les gars. C'est pas grave. Euh, Peu importe, j'avance. Donc, permettre un pas de côté, de recul, de machin, ça c'est... Vous avez compris. Comprendre les deux parties de l'équation, c'était important, mais ce qui différencie quelqu'un qui est un réel enseignant, un transmetteur, un passeur, à mes yeux, de quelqu'un qui est tout simplement un prof, un formateur, un intervenant, tous ces mots à la con qui veulent dire la même chose, c'est uniquement l'intention. En fait, et puis l'intention, vous savez que vous pouvez vous raconter toute la journée que vous avez une maîtrise dessus, moi je vous le dis, tos, double tos, on n'a pas le moindre contrôle sur notre intention. On a du contrôle sur ce qu'on en fait, sur où on va la laisser transparaître et où est-ce qu'on va la laisser devenir décisive, mais on n'a pas de contrôle sur notre intention. Clashez-moi en commentaire. Enfin, non, me clashez pas parce que c'est pas bon pour la santé, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez ce que je veux dire. Interrogez-vous sur ce que je viens de dire, c'est pas forcément vrai, j'ai certainement tout faux, mais j'ai aussi potentiellement raison. Et on s'en branle de toute façon. L'intention de l'enseignant, ça doit être que les autres le dépassent. Pas le dépassent d'un point de vue, alors toi t'en es là, moi j'en suis là, c'est que l'enseignant, il a conscience qu'il va pas pouvoir envoyer autant de foudre qu'il veut, qu'il a un temps limité, une santé limitée, une énergie limitée, des capacités intellectuelles, cognitives et énergétiques limitées. Mais plus il va, vous savez, en anglais, spread, répandre, plus il va diffuser son message et aussi sa touche, parce que je pense que nul n'est enseignant sans exister à travers son style, sa touche et sa manière d'être pédagogue. Il y a des pédagogies très dures qui sont pourtant extrêmement efficaces et profondes. Il y a des pédagogies trop lisses, qui veulent plaire à tout le monde et qui finissent enterrés six pieds sous terre. Et je comprends pas qu'on n'ait toujours pas mis un terme à ce genre de pédagogie-là, mais c'est un avis personnel. L'intention, c'est la clé chez quelqu'un qui veut transmettre. Si l'intention de la personne qui prétend vouloir transmettre, c'est de rentabiliser son exercice, ce qu'encore une fois, personne n'a le droit de condamner, hein. Ni moi, ni Bouddha, hein. La seule chose qu'on va condamner, c'est de faire croire que votre intention est pure et c'est purement celle d'enseigner. Si votre intention, c'est de vous enrichir, quelle que soit l'échelle de l'enrichissement, à partir du moment où vous dégagez un bénéfice sur ce que vous produisez, intentionnellement, votre intention, c'est ça. Et oui, il y a ce discours mitigé de chaud-froid, des gens tièdes que j'exècre par-dessus tout, qui va être de non, mais on peut faire les deux. Oui, oui, faire les deux, si c'est une conséquence de la qualité de votre exercice et de votre implication, mais vous avez tout gagné, j'arrive pas à le faire. On va y venir. Si votre intention, même si c'est pas 100%, mais à X%, c'est de vous enrichir, il n'y a aucun problème, personne n'a le droit de vous condamner. Mais ne mentez pas sur votre intention. Et ne mentez surtout pas à vos élèves, ou donc récipiendaires de votre pseudo-pédagogie pure, qui est en fait une intention entrepreneuriale, j'allais dire capitaliste, mais c'est pas le problème d'être capitaliste, c'est le problème de vouloir spéculer sur la rareté des porteurs de messages convenables, ou en tout cas aux apparences convenables, au bon marketing en tout cas, dans cette jungle du savoir où n'importe quel connard qui a appris à se décaloter tout seul va faire une formation de 135 heures et la vendre à prix d'or sur School ou je ne sais quoi. Désolé pour cette métaphore peu élégante, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas toujours dans des petites bottines de poète. Il y a un prix à payer à cette intention, et c'est là-dessus que je vous emmène. Le prix à payer à cette intention, c'est que la naïveté d'un réel enseignant, et la naïveté n'est pas une faiblesse à mon sens, la crédulité peut l'être, la naïveté, elle est au départ une énorme qualité, puis elle se retourne contre son porteur si elle se maintient trop longtemps face à quelque chose qui devrait l'éteindre. Vous êtes naïf au début, vous apprenez, ou vous restez naïf. La naïveté de l'enseignant de vrai, c'est de croire que le monde va percevoir la valeur qu'il transmet justement à sa juste valeur, donc à sa juste hauteur, pour éviter la répétition du terme. Ça ne veut pas dire me voilà enseignant pur, habillé de lumière qui vous transmet le message magique, donc rendez-moi milliardaire, c'est pas ça qu'on est en train de dire, c'est juste pouvons-nous convenir de faire en sorte que ma vie ne soit pas tout simplement de la survie. Alors, attention les amis, quand on vit dans mes conditions,
à savoir là où je vis, dans l'époque où je vis, dans le pays où je vis, dans les conditions nationales, étatiques, économiques dans lesquelles on vit. Moi, vous savez, je ne suis pas un entrepreneur à millions. Je ne sais pas à quel point le fait d'avoir été proche de gros entrepreneurs, le fait d'avoir été dans des grosses entreprises, d'avoir été à Dubaï, ceci, cela, a déformé la perception que certains avaient. Je rigolais pas mal de ça avec les gens qui étaient fidèles à mon ancien podcast Gambas des Gamberges. Moi, les amis, je ne gagne pas du tout des milliers et des cents. Je suis quelqu'un de très normal. Et je gagne ma vie comme tout le monde, et je gagne ma vie à la sueur de mon front, sans la jouer ouvrier d'un roman de Zola, mais je suis normal, les amis. Je vis dans un appartement normal, avec une vie normale, je mange des choses normales, je fais des choses... Voilà. Détendez-vous, on est pareil, vous et moi. Il n'y a vraiment rien qui nous sépare. Et des fois, j'ai l'impression, quand des gens viennent me voir, qu'ils parlent à un investisseur de la Silicon Valley, les potes, on n'y est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que survie, donc, n'est pas un terme adroit, mais est-ce qu'on peut faire en sorte que ma vie soit occupée de moins possible par devoir remplir le frigo, devoir s'arranger pour tenir debout, entre guillemets, budgétairement, j'exagère les choses, mais je parle encore une fois d'un point de vue ROI, retour sur investissement, ce qui me permet donc de m'atteler à purement transmettre ce que j'ai à transmettre, à épurer, itérer, améliorer, confronter, enrichir, et pousser encore plus loin ce que je veux transmettre, à toujours plus de monde et avec toujours plus de passion, sans pour autant exiger que cela me rende richissime et me détache du groupe auquel je veux transmettre d'un point de vue économique et social, puisque ça n'est pas mon objectif. Parce que si c'est pas le cas, où est le sens en fait? Pour quelle raison on voudrait que les gens comme moi, et je suis certainement le moins malheureux de tous, mais qui ont une intention qui, à mes yeux, en tout cas peut-être que je suis dans une automasturbation complètement déformée et biaisée, mais ont une intention qui, je pense, est saine à l'époque où on vit, pour quelle raison on devrait se sacrifier nous-mêmes? Vous êtes qui, en fait? Vous êtes qui pour qu'on se sacrifie pour vous? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous allez faire quoi? Expliquez-moi, je vous écoute. Rien. Vous n'êtes strictement rien et rien de plus que ce que je suis moi. D'accord? Donc si moi, j'exige pas que quiconque sacrifie quoi que ce soit, vous êtes encore une fois putain de qui pour que des gens qui viennent vous apporter une clarté que vous n'avez pas et que vous n'êtes a priori pas en mesure d'obtenir seul, à défaut d'un coût important de travail et d'années de travail, quel honneur ça devrait être à perte pour nous. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça droit dans les yeux parce que je suis l'un des rares intervenants que je connais, et j'ai la preuve, et tous mes élèves le savent, et c'est quelque chose de connu, qui a enseigné à perte. C'est-à-dire à qui ça a coûté de l'argent, du temps, et de l'énergie, c'est évidemment à perte, dans le sens pour qui ça n'a pas été rentable, mais au-delà de ne pas être rentable, à perte. C'est-à-dire on ne parle pas d'être à zéro, on parle d'être sous le zéro, parce que j'ai cru en certains projets, parce que j'ai cru en certains individus, parce que j'ai cru aussi à la globalité d'un système éducatif privé. Parce que croyez-moi que le public, ça fait longtemps que j'y crois plus. C'est triste ce que je dis, et c'est bête de le dire sans approfondir le propos, mais là, j'ai pas envie de parler de ça. Moi, j'ai travaillé pour des structures qui, face à un tableau de dépenses le plus transparent possible, même prêt, moi, comme un connard, avec cette envie de ne pas mettre de doute dans aucune équation, aucune conversation, à laisser juste ouvert mes comptes et la preuve de mes frais, j'ai été face à des structures qui, devant des équations mathématiques indiscutables, qui prouvent que, malgré tous mes efforts et mon envie de bien faire, je ne peux pas venir répandre ma valeur au sein de leur structure et de leur accompagnement facturé à prix d'or, mais comme c'est de l'argent de l'État, on ne va pas en parler, je finirai tout à l'heure dans 2 secondes, ne peut pas le faire en étant rentable. J'ai été face à des gens qui m'ont dit « c'est pas notre problème ». Pas « oh mon Basilou, on va trouver une petite solution »,« oh on n'a pas réussi à trouver une petite solution »,« oh que c'est triste ». Non, non, même pas. C'est pas notre problème. Mon con. Ça, c'est moi qui l'ajoute, mais c'est comme ça que je l'entends. Et ce sont ces mêmes gens, ces mêmes structures. Alors attention, je me permets une parenthèse, ça ne m'intéresse pas de savoir si ça vous plaît ou pas, c'est pour les gens qui ont travaillé avec moi. Là, je ne parle pas des élèves, je parle des gens des structures, les employés des structures. Et parfois certains des dirigeants aussi, mais ils savent, ceux qui savent qu'ils ont le cœur pur, ils savent que je le sais, il n'y a aucun problème, j'ai pas besoin de citer de nom. Les gens qui ont travaillé avec moi, c'est pas de vous dont je parle, attention. C'est ceux desquels vous étiez les porteurs des messages.
ceux qui vous imposaient leurs décisions, à savoir vos patrons, vos actionnaires. Ces gens-là, c'est pas leur problème que des intervenants viennent avec toutes leurs tripes, passer des mois, et je n'exagère absolument aucun propos, loin de leur famille, parce que ça c'est aussi mon problème, mais les opportunités sont celles qui passent dans votre champ de vision, hein. J'ai plus enseigné loin de chez moi que près de chez moi, j'ai enseigné à l'étranger, j'ai enseigné dans peut-être 6 ou 7 départements français différents, quasiment jamais dans ma ville, à savoir Paris, enfin en tout cas dans ma région. Ça c'est encore une fois un problème logistique. C'est pas leur problème que non seulement on passe des mois loin de notre famille, dans des conditions, je vais pas faire de détails, mais où je descendais pas au Ritz, les amis, pour vous faire comprendre, et mes élèves savent où je résidais, et vous étiez des dizaines à me faire la réflexion que c'était un peu absurde, sans pouvoir rentrer chez moi en disant à mon foyer, ça nous a coûté, on a perdu du temps ensemble, mais je reviens avec quelque chose qui va au moins solidifier notre situation. J'ai travaillé, j'ai troqué ma sueur et mes tripes contre un revenu que je trouve être suffisant et correct. En sachant que ces putains de structures ne sont évidemment pas prêtes à salarier qui que ce soit, alors c'est pas mon objectif non plus, mais elles n'ont pas cette espèce d'excuse de oui mais les charges patronales, non, les gars, vous payez ça au lance-pierre comme vous payeriez un nouveau bureau Ikea ou quoi que ce soit, et quelle ne fut pas ma déconvenue que j'attendais de toute façon cette gifle-là, le jour où j'ai découvert et où j'ai poussé l'exercice de me renseigner sur les bilans comptables de ces boîtes-là. Heureusement, je pense que ma personnalité a toujours fait qu'à l'intérieur de ces entreprises-là, j'ai toujours eu des alliés que je n'ai pas cherché à générer. Des gens que j'ai peut-être aidés au cours de discussions, de conversations ou de comportements, qui n'étaient pas mes élèves, mais qui étaient des personnes plus ou moins clés et qui avaient les vraies informations. Parce que moi, les réponses qu'on me donnait, c'est « Ah mais non, Basile, tu comprends, nous, on est des écoles, on est ric-rac, on travaille avec les budgets d'État, on peut sauter du jour au lendemain, on a des frais monstrueux », ce qui est faux sur toute la ligne, mais ça, je le savais, quand il me le disait droit dans les yeux, je regardais avec douceur des gens me mentir, mais c'était pas ça le pire, c'était « On peut pas se permettre d'allouer des budgets différents », et pour autant, ces gens-là saluaient, applaudissaient et tiraient un peu sur la manche pour essayer de répéter indéfiniment la présence de ma valeur et de ma pédagogie au sein de leur accompagnement, qui, soyons honnêtes, était d'office claqué au sol, mais claqué au sol depuis l'Empire State Building, si vous voyez un petit peu l'impact dont je parle. Alors ça, c'est complètement con ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que ça perturbe la piste de son, et après c'est... Bref, les ingé-sons et les gens qui ont l'habitude de traiter des pistes audio savent pourquoi je regrette déjà ce que je viens de faire, à savoir claquer dans mes mains. Un jour, tout simplement, quelqu'un m'a montré les bilans, les vrais bilans. Voilà. Ça m'a tellement choqué que je suis allé chercher un petit peu à avoir les autres bilans de toutes les structures où je suis intervenu. Et il n'y en a pas une qui est sortie du lot, entre guillemets, qui a été différente des autres. C'est-à-dire que non seulement les mecs, ils gagnent de toute façon suffisamment d'oseille pour largement appliquer des budgets un tout petit peu supérieurs et compréhensifs et pertinents et sains pour que des intervenants n'aient pas à aller je sais pas, c'était à deux doigts si je devais pas aller faire des extras en restauration le week-end dans les villes où j'intervenais. J'exagère à peine, les gars, hein, ceux qui savent, savent. Mais c'était au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on parlait de bilans dont j'aurais douté si on me les avait dit oralement. On parle de millions de bénéfices. De millions de bénéfices. Sur des structures qui se gavent de l'oseille publique. L'oseille publique qui n'est qu'un concept, hein. L'argent n'est jamais public, il vient toujours des poches de quelqu'un, vous et moi. Et il devient public parce que maintenant, il n'est plus dans une poche d'individu, il est dans une poche d'un organisme vraiment compétent qui nous embellit la vie. Ça, les amis, il y a des choses qui sont complexes à accepter. Alors, j'ai mis les points sur les i avec ces structures qui s'en sont carré le fiac de toute leur force. Les individus sains à l'intérieur de ces structures m'ont toujours fait le plaisir de me dire qu'elles étaient évidemment touchées et déçues de cette situation, mais ne pouvaient rien faire. Certaines ont posé leur burn sur la table et
malgré tout, n'ont pas réussi à faire entendre raison à ces débiles mentaux. Mais voilà où ça va. C'est-à-dire que les gens qui vous brandissent des intentions de vous apprendre des choses dans des écoles et ci et machin, et l'insertion et l'inclusion, sont des putains d'escrocs. Mais vraiment, des putains d'escrocs. Et c'est l'une de leurs tares que j'évoque, parce qu'on va pas parler de ce qu'ils font avec les élèves et les machins et trucs. Hein. Vous êtes bien placé en tant que Français pour savoir qu'il y a des dégénérés à peu près partout où il y a des jeunes et des gens qui veulent apprendre et qui sont dans une posture inférieure intellectuellement. Sont des putains d'escrocs, des putains de spéculateurs et des foutus mythomanes qui vous font croire qu'ils sont là pour le bien de quiconque alors qu'ils sont là pour le bien d'eux-mêmes. J'ai rien contre le fait qu'on soit rentable en tant qu'entreprise. J'ai rien contre le fait qu'on active absolument tous les leviers possibles, nécessaires et pertinents et légaux pour augmenter sa croissance en tant qu'entreprise. C'est ce que j'ai passé ma vie à transmettre, à expliquer dans les différentes boîtes où j'ai été plus un accompagnateur de boîte, un expert entre guillemets sur certains pans, notamment le pan commercial, pour accompagner des entrepreneurs, des agences, etc. Par contre, quand l'oseille coule à flot, que cette oseille est de l'argent gratuit, c'est-à-dire de l'argent, il n'y a pas eu à faire d'efforts commerciaux pour le faire sortir des poches de quiconque, puisqu'il ne sort pas des poches de quiconque, c'est des enveloppes d'État. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais la plupart de ces genres d'écoles-là, et vous savez desquelles je parle, il y en a une quinzaine à peu près, alors dans les domaines que je connais, parce qu'évidemment, de toute façon, les écoles, le modèle de l'école privée est un des modèles les plus fertiles en scam, où les mecs se barrent avec la caisse à un certain moment depuis des décennies. Hein. Renseignez-vous sur les grandes escroqueries, vous vous hallucinerez. Et c'est pas parce que c'est une école que vous, dans votre esprit, vous confondez avec l'école primaire Jean Moulin de Neuilly-sur-Seine où vous êtes allé. Alors, elle n'existe pas cette école, mais c'est pas du tout la même chose. Une école, c'est une entreprise, les gars, en privé, hein, tout simplement. Et en fonction de qui en est à la tête, l'intention se révèle. Donc voilà, je ne vais même pas aller plus loin. Le prix à payer, c'est ça en fait. C'est que moi, je me suis fâché avec cet écosystème-là, qui est le seul où le réel enseignement est une voie, est une capacité à vivre et à transmettre ce que j'ai envie de transmettre en étant juste rentable, en fait, juste en pouvant nourrir ma famille dignement à la hauteur des efforts et du travail que je fournis. Je ne vous demande pas de me casquer parce que tu comprends, mon NFT, il a pris... Je m'en bats les reins de ça. Moi, la spéculation, c'est reverse slicer pleine pommette et c'est tout ce que ça m'inspire. Que ce soit sur votre putain de pavillon de famille que vos grands-parents ont acheté 80 000 balles il y a 45 ans et que vous vous trouvez intelligent de vendre 3 millions à des pauvres gens qui vont s'endetter sur 40 ans pour se le payer, ou avec une valeur d'actif, je m'en branle. Les gens qui spéculent sans créer de valeur, je vous marche sur la gueule. Et de toute façon, ça vous fait rien, parce que vous n'êtes même pas dans le monde où je peux me permettre de déposer mes semelles de claquettes sur votre museau. Donc c'est pas votre... Mais il n'y a pas de... Voilà. Peu importe qui trouve que c'est bien, pas bien, c'est juste que vous compreniez mon logiciel, parce que sinon, ça peut avoir l'air un petit peu fort en chocolat, ce que je vous raconte là. Mais pour revenir à la dimension analytique un petit peu de ce qu'est la transmission, le vrai enseignant, il ne pourra pas s'arrêter d'enseigner. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, je vous le dis dans cette vidéo-là, que vous serez, je ne sais pas combien à regarder, mais peu importe. Aujourd'hui, je suis contraint, parce que j'ai pas non plus la capacité, l'abnégation et les compétences de monter moi-même un business, mais c'est comme on dit toujours, si vous êtes la personne qui fait les meilleures tartes au coin du monde, le jour où vous ouvrez un business de tarte au coin, vous allez arrêter d'en faire et vous allez arrêter d'aimer ça. C'est caricatural, évidemment, c'est faux, il y a plein de contre-exemples, mais en réalité, dans la majorité, c'est vrai. Moi, ce que je veux, c'est enseigner. Évidemment, si je dois un petit peu faire des tâches périphériques qui me permettent de le faire, je le ferai. Mais si mon business, ça doit devenir demain d'être un actionnaire, un dirigeant, un financeur ou un porteur de projet éducatif qui se doit de trouver une rentabilité et une solidité financière dans un écosystème que je vomis, bah, c'est plus d'enseigner mon métier du coup. Et encore une fois, la pureté de l'intention de l'enseignant, elle l'éloigne de toute érection potentielle face à un bénéfice et un enrichissement. Moi, j'ai rien contre l'oseille, les gars. Demain, vous voulez me donner 50 000 balles parce que vous pouvez, parce que ça ne va en rien vous fragiliser, et parce que vous avez envie de récompenser la valeur que je transmets à cette hauteur-là, ne le faites pas, c'est de la connerie. Mais je vais jamais refuser ça. Moi, je sais ce que je vais en faire des 50 000 balles, vous inquiétez pas. Mais ça peut pas devenir ma vie de faire ça. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas. Vous pouvez totalement blâmer ça. Ça, j'accepte qu'on me dise, mec, tu fais erreur. Et croyez-moi que mes DM et mes conversations sont pleins de gens bienveillants, c'est un grand mot en fonction de la distance qu'ils ont avec ma vraie
personne et mon cercle, il y a très très peu de gens qui font partie de mon vrai cercle, donc vos feedbacks et vos avis, vous imaginez bien que je m'en sers éventuellement pour caler le trépied de la caméra, mais je les entends pour essayer de parfois m'exposer à des pépites, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer un feedback, mais vous savez que de toute façon, vous n'allez pas me convertir à quelle que soit la vision que vous projetez. Ils me disent tous, mais mec, monte ta boîte, même fais un infoproduit, torpille les gens, vends tes... Et quand ils disent torpille les gens, ils disent pas torpille, ils disent vends des accompagnements 4000 balles. Mais attendez les gars, je viens pas pour prendre de l'oseille à des gens que j'ai envie d'aider. Je viens aider des gens que j'ai envie d'aider, et si la conséquence saine et naturelle est que je peux m'enrichir dans des envergures, encore une fois, tout à fait normales et raisonnables, ou plus, si ma valeur en valait la peine, ce qui n'est pas le cas, tant mieux. Mais c'est vous qui choisissez votre sens. Ne demandez pas aux autres de choisir le même. Il n'y a que deux manières de faire de l'argent et de vivre de ce qu'on fait. Je l'ai déjà dit dans plein de... Alors c'est plus dans des accompagnements et des conférences, mais soit vous prenez tellement d'argent à quelqu'un que vous avez convaincu que vous allez pouvoir l'aider, qu'au bout d'un moment, si vous voulez survivre et rester en liberté, il va devenir inévitable que vous produisiez réellement et que vous délivriez réellement de la valeur pour cette personne, soit vous délivrez tellement de valeur pour tellement de gens qu'il devient inévitable que les plus sains et les plus conscients de ce que vous partagez, des bénéfices sur lesquels les bénéfices qui retombent, conscients de ce que vous partagez et des bénéfices qui retombent sur eux de par la valeur que vous produisez, il devient donc inévitable que ces gens vous payent pour ça, pour maintenir votre envie et votre capacité économique et votre stabilité financière pour continuer à faire ça plutôt que d'aller poser des tartares en terrasse sur des tables ou pousser des chariots à Rungis ou je sais pas quoi. Pour moi, il n'y a que deux cercles, d'accord? Je ne condamne pas entièrement les gens qui décident que le premier schéma est le bon. Par contre, venez pas me casser les couilles à essayer de me faire croire que c'est le seul. D'accord? Parce que c'est faux. Et vous savez que c'est faux. Vous le savez. Si moi, je venais vous casser les couilles, c'est-à-dire, vous ne m'avez rien demandé, vous êtes chez vous, en train de vous masturber sur une vidéo de quelqu'un qui va vous apprendre à faire 100 000 € avec rien, tant mieux. Et moi, je viens vous interrompre, limite vous agresser pour vous dire « Non, la seule et bonne voie, c'est celle-ci », vous avez le droit de me dire « Barre-toi, tu me casses les couilles ». Donc quand vous faites ça dans l'autre sens, même si vous montez sur votre petit cheval factice de bienveillant qui veut vous aider à devenir milliardaire sans créer la moindre valeur réelle, excusez-moi, mais non merci. Évidemment, je caricature, mais des fois, il y a des gens, c'est lunaire. C'est-à-dire que... Et puis, alors, je ne vous parle pas des gens dont... alors, pourtant, Dieu sait que je reconnais qu'il y a de plus en plus dans nos générations des entrepreneurs dont l'âge est si choquant comparé à ce qu'ils arrivent à construire et la valeur qu'ils arrivent à produire, mais il y a aussi des gens dont l'âge est choquant au vu du débit de conneries qu'ils peuvent sortir, et sous prétexte qu'ils ont fait 50 000 balles une fois dans leur vie, ils vont vous expliquer la vie, en plus sans rien savoir d'où vous venez, de ce que vous avez produit. Enfin bref, calmez-vous les gars, calmez-vous, parce que c'est pas parce que vous avez 83 de QI qu'il faut exiger que la planète soit à la même hauteur. D'accord? Si vous êtes content de vivre sur du vide et que ça vous plaît, le droit vous en est total. C'est pas moi qui vous le donne, c'est la vie qui vous le donne. Et je n'ai rien à dire, et je n'ai rien à faire, et vous ne me verrez jamais sous vos vidéos, sous vos posts, dans vos conversations, vous casser les couilles avec ça, et vous blâmer en tout cas. Jamais vous ne me verrez faire ça. Jamais. Par contre, venez pas me casser les couilles non plus. Parce que ces gens-là qui veulent convaincre les gens de mon cas, encore une fois, qui sont, et je le reconnais, totalement inefficients pour enfin réussir à faire jaillir une voie, une possibilité de se rentabiliser suffisamment pour pouvoir oublier tout ce sujet de dilemme et de sacrifice. Je reconnais mon incompétence à ce niveau. Je l'ai déjà dit et redit. Je ne trouve pas la solution. Par contre, personne ne peut me casser les yeux sur le fait que je la cherche et que je l'ai cherchée. Là, le chrono tourne, les amis, j'ai plus le temps de la chercher. C'est pour ça que je vous disais, j'avais entamé la phrase tout à l'heure, là, je suis obligé de... Obligé. Il se trouve que je retourne vendre de manière opérationnelle, donc enrichir des entreprises en mettant à disposition mes compétences en vente, que je préfère transmettre plutôt qu'exploiter. Mais il n'y a personne qui est chaud pour vraiment payer à sa juste valeur ce truc-là. Sauf si c'est sous un marketing de Golemont qui va vous faire croire qu'on va faire péter votre boîte de 100 000 balles à 40 millions parce que t'as capté, j'étais head of sales. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, les gars? C'est quoi votre... Qu'est-ce qui vous arrive là? La vente, c'est un savoir-faire, c'est un métier, c'est extrêmement complexe, c'est très rarement bien fait.
D'où l'importance que des putains de zozos qui ont décidé de dédier leur vie à transmettre les quelques fondamentaux qu'on trouve sains et qui traversent les époques soient actifs. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec toute la journée, excusez-moi, là je vais tirer avec des balles réelles, sur des puceaux, encore une fois, qui sont capables de compter le nombre de poils qu'ils ont sur le pubis sur leurs mains, vous sortir des conseils, mais les amis, il n'y a même pas de... Enfin bref, vous expliquer que telle technique qu'ils ont découvert, parce que tel service de je ne sais quoi leur a... Mais des trucs de ouais, quand le client te dit ça, réponse. Ces gens-là vous baisent la gueule. Ils se la baisent à eux-mêmes aussi. Mais il n'y a pas le moindre enseignement dans ce qu'ils racontent. Parce que demain, leur idole, leur gourou leur dit « Alors à partir de maintenant, si tu veux arrondir au millier supérieur une vente, faut te mettre une plume dans le fiac et manger un croissant ordinaire, mais que avec le côté gauche. » Je vous jure qu'ils vont vous dire de faire ça dans leur réel, dans leurs accompagnements, dans leurs pseudo-vidéos. Je vous le jure. C'est pas une blague. S'il faut vous teindre les sourcils en orange pour faire plus d'oseille, ils vont vous dire de le faire. Quand vous les entendez, vous savez qu'ils vous racontent de la merde. Ou vous êtes complètement con, et con dans ma bouche, c'est pas forcément un mot aussi violent qu'on croit. Si vous avez 65 de QI, en plus j'arrête pas de parler de QI, c'est pas forcément un truc auquel je crois, mais j'ai pas d'autre terme. Si vous êtes con comme une porte, ou comme une table, il n'y a aucune raison que je vous en veuille de pas comprendre que vous vous faites niquer avec ces gens-là. Donc vous êtes des proies et vous êtes en danger. Il faudrait plus qu'on vous aide que qu'on vous blâme. Mais par contre, si vous n'êtes pas con comme une table basse ou comme une baie vitrée, qu'est-ce qui vous prend? Quand vous voyez ces trucs-là, oui, alors quand le client te dit non, il faut... Mais tu crois vraiment que ces abrutis l'ont déjà fait dans un vrai call? Tu crois vraiment qu'un jour, devant un vrai manager de vente d'une vraie entreprise qui fait des vrais millions en vendant des vrais produits intelligents, pertinents, de valeur à des vrais clients capables de se retourner contre eux ou de les récompenser à outrance si la chose est bien faite, tu crois qu'ils vont vraiment faire dans un call qui pourrait être enregistré et observé par leur hiérarchie une connerie pareille? Tu crois qu'ils vont faire ça en vrai? Mais c'est comme les mecs qui vous disent sniffer du bicarbonate de soude en mettant les pieds dans du vinaigre de cidre pour décupler la masse musculaire ou quoi. C'est des abrutis, les gens, mais sauf que c'est des gens dangereux. Parce qu'en fait, ils vont vous convaincre d'agir. Je suis désolé de vous dire, mais si vous faites partie des gens qui ont été convaincus d'agir, vous êtes soit désespérés, et j'en suis vraiment et sincèrement navré pour vous, désespérés réellement, soit vous êtes cons comme des tables, excusez-moi, et vous avez besoin d'aide. Vraiment. Enfin, je cite pas d'exemple, mais vous voyez de quel profil je parle. Alors, qu'il fasse du contenu, faites, mais quand vous entendez un mec vous expliquer qu'il faut 7 secondes 82 de silence après avoir annoncé le prix, si le client se tient de 3/4 face à une caméra avec ses yeux, regarde à gauche, mais démarrez-les, les mecs. Démarrez-les. Ils se foutent, mais ils se foutent de votre gueule, les gars. Et le pire, c'est quand ils sont de simples relais. C'est-à-dire que non seulement ce qu'ils vous disent, c'est même pas de la merde, parce que la merde, à la rigueur, on peut en faire de l'engrais, on peut en faire quelque chose, mais c'est que c'est même pas eux qui l'ont pondu. Bref, mes applaudissements à tous ces gens-là. On va conclure sur cette vidéo qui, je pense, est un peu longue, et tant pis, vous savez où vous êtes, hein, les amis, vous savez où vous mettez les pieds. Celui qui transmet, il doit avoir foi dans le fait que c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Cette foi-là, elle va être éprouvée aussi par les résultats de la transmission et de la pédagogie. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que les derniers résultats qu'il faut regarder quand on transmet avec le cœur, quand on transmet avec réellement ses tripes, en étant rentable si Dieu veut, ça fait plaisir, ça n'a pas été toujours mon cas et c'est un grand problème, les derniers résultats qu'il faut regarder, ce sont les premiers, c'est-à-dire les résultats immédiats et à court terme. Je sais qu'on est dans cette culture d'abruti du quick win, il faut que tout de suite que... Ah putain. C'est-à-dire, en gros, tu vas à la salle, tu fais 2 répétitions, c'est marrant, j'ai pas le bibi à Stéphane Matala. C'est quoi cette escroquerie? Non mais qu'est-ce que c'est que ce coach? Putain les gars... Allez pisser dans un bol, pour ceux qui ont la référence. Les résultats qu'il faut regarder, ce sont ceux qui vous parviennent le plus loin possible, voire même ceux qu'on ne vous rapporte pas. Ceux que vous constatez, excusez-moi, je commence à fatiguer,
par hasard, en fait, presque, en prenant des nouvelles. Et je vais profiter de cette vidéo pour faire un dernier petit message à tous mes élèves, qui sont nombreux, malheureusement, c'est pas pour faire l'enculé d'infopreneur qui vous dit « Attendez, je vous la fais ». Fort de plus de 15 000 clients accompagnés, bref, vous avez compris l'idée. Non, moi j'ai des centaines d'élèves, je pense qu'on a dépassé depuis longtemps le millier, pour des raisons simples, c'est que moi j'ai quasiment que accompagné soit des promotions scolaires, donc des groupes qui allaient de 20 à 40 personnes, ou des vrais groupes auto-constitués, donc pas forcément au sein d'une école, mais qui encore une fois oscillaient entre 15 et 25 personnes. Forcément, vous en faites 10, 20, 30. Si vous avez été en maths jusqu'en CE2, vous vous rendez compte que ça fait du monde. Le tout sur 5-6 ans. Évidemment, je ne peux pas garder le contact avec tous mes élèves, mais il y a un truc que je dis à toutes mes promos à la fin, c'est n'hésitez pas à me donner des nouvelles si le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi me demander de l'aide si le cœur vous en dit, ça ne veut absolument pas dire que je pourrais vous l'apporter. Il y a une seule chose qui est sûre, c'est que si vous avez été un jour assis en face de moi, en réel, parce que une des choses qui me différencie aussi de la plupart des pseudo-pairs que j'ai sur le terrain, enfin justement sur le non-terrain, c'est que tous mes élèves, là dont je parle, c'est ceux que j'ai accompagnés en vrai, en physique. Ça ne veut pas dire que c'est supérieur à les avoir accompagnés en digital. Le fait est que le digital, moi je vous le dis, c'est mon ressenti, vous pouvez me dire que non parce que vous vendez une autre limonade à vos clients, le digital ne permet pas plus de 20% de ce que permet le physique. Ça fait des années que j'essaye de me convaincre du contraire, ça m'arrangerait beaucoup, c'est pas le cas. Et d'où cette nécessité que j'avais à aller sur des campus, à aller sur des infrastructures en physique. Parce que quand vous êtes en face de moi dans une salle, je peux pas vous dire que vous aurez de résultats ou pas, ça serait de la connerie. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez en prendre plein la gueule et que vous allez en avoir pour votre argent. En plus de ça, en général, vous n'avez rien payé pour y être. Mais jamais je n'ai fait perdre de temps à un de mes élèves qui a pris la peine de se déplacer pour venir me voir. Et je dis toujours aux promotions que j'accompagnais, donc ça, vous avez compris, c'est quelque chose qui n'a plus lieu et qui me manque énormément, et je le dis le cœur lourd, c'est toujours cette phrase qui est « maintenant on se connaît ». Parce que c'est vrai. Maintenant que je me suis occupé de vous, et maintenant que vous m'avez honoré, entre guillemets, respecté de votre attention, de votre tentative de me comprendre, et votre tolérance à me laisser étaler des choses en sachant que tout n'allait pas marcher pour vous, tout n'allait pas taper pour vous, en tout cas à l'instant T, on se connaît, il y a un lien, et l'enseignant, c'est aussi celui qui veut que ce lien soit un ingrédient indispensable et sine qua non, ce qui est un putain de synonyme, de son métier et de l'action qu'il mène. Enseigner à des écrans, à des oreilles digitalisées par une visio, pour moi, ça n'est pas enseigner. Enseigner devant une salle si bondée d'un point de vue de volume, à des publics dépassant les centaines et les milliers, ça a plein de vertus et de points positifs, mais ça n'est pas enseigner. Enseigner, c'est accepter de descendre. Alors, c'est pas pour dire qu'on est plus haut ou plus bas, c'est de descendre dans la réalité de ceux qu'on cherche à aider. Parce que quand vous descendez dans la réalité des récipiendaires de votre pédagogie potentielle, vous pouvez comprendre pourquoi à certains aspects, elle ne fonctionne pas et pourquoi à d'autres, elle explose. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que la seule manière d'aider réellement quelqu'un, c'est de l'aimer d'un point de vue, encore une fois, pas d'amour, mais c'est d'aimer cette personne dans l'expérience qu'elle vous fait, dont elle vous fait profiter auprès d'elle. Et donc pour ça, vous avez besoin de la connaître un petit peu. Et Dieu sait que j'ai rencontré des gens incroyables au cours de mes différents batchs, différentes promotions, différentes phases d'enseignement. J'ai rencontré des vies très difficiles. J'ai souvent dû me blinder pour ne rien laisser transparaître. Mais s'il y a une chose qui fait que je suis touché par le fait de ne plus enseigner, c'est de ne plus vivre ça. C'est pas de plus être applaudi 14 secondes à la fin d'un batch de 2 mois parce que ça fait plaisir, machin, ça je m'en branle. C'est pas de plus recevoir un t-shirt avec ma tête qui fait comme ça pour me remercier d'avoir été un prof assez intéressant, j'espère, au cours d'un cursus. C'est de plus entrer dans le cœur et dans la réalité des gens que je cherche à aider. J'ai été déçu par plein de constats, mais tant que ces constats ne sont pas des comportements postérieurs à la rencontre avec les personnes,
je me suis toujours refusé le droit d'être déçu. Des fois, vous rentrez dans la réalité des gens, vous faites « Ah ouais, oula ». Mais c'est pas votre job, cette fois, de juger ou de condamner. C'est votre job d'exploiter ce qui est exploitable. Et croyez-moi que parfois, il faut pas grand-chose. Et en fait, plus vous faites ça, plus vous descendez dans la réalité des gens, plus la vôtre vous semble belle, acceptable, suffisante, et ressemble à un privilège plus qu'à un fardeau. Même avec les épreuves que la vie vous impose, même avec les coups durs et les déconvenus. Et quand, par hasard, c'est toujours la manière la plus belle que ça se produise, vous recroisez un jour, soit directement, soit indirectement, un de vos élèves, une de vos élèves, et que juste vous sentez qu'il y a eu du mieux, je n'aurai pas assez de 1000 pages pour vous décrire l'émotion que ça procure et l'accomplissement que ça représente dans la foi en mon métier et dans mes tripes de pratiquer ces choses-là. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans le violon, là, mais vous avez compris. Et je comprends que ceux qui n'ont jamais goûté à ça me prennent pour un illuminé. Ma théorie, c'est que, à part les gens qui ont vendu littéralement leur envie d'exister en étant des êtres et en étant des esprits de valeur, pas des esprits chelous, des gens qui ont quelque chose en eux, dans l'âme et dans les tripes, et donc qui sont contents juste d'encaisser de l'oseille et qui disent que c'est ça la vie, heureusement que vous êtes nés à notre époque, les gars. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte de la serpillière que vous auriez été dans d'autres. À part ces gens-là, même ceux qui croient que seul le pécunier et la surréussite financière est leur étoile du Nord, je pense que si vous goûtiez à cette saveur, tout s'écroulerait dans vos croyances. Mais vraiment, moi j'ai eu la chance d'être frappé par cette saveur très tôt, et j'arrive pas à m'en défaire, et aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, je suis obligé de tourner un peu le dos à cet itinéraire que je croyais avoir emprunté pour toujours, et c'est pas pour rien que je vous montre cette photo, parce que cette photo, c'était donc ma toute première réelle promotion. Alors évidemment, ils sont pas tous du tout sur la photo, ça c'était à la fin. Je me rappelle avoir écrit à ma femme, qui peut avoir longtemps été triste de me voir galérer à trouver une voie, à m'épanouir et à me sentir utile. Je vous renvoie à la toute première vidéo de la série One Shot qui concerne ce sujet-là. Et je lui ai dit, je crois que j'ai trouvé ce que je veux faire. Et je pensais que j'allais venir pour former. Je pense que j'ai formé strictement personne. Par contre, je suis venu transmettre, toucher, pas impacter, mais marquer. C'est-à-dire poser une empreinte. Je ne veux pas détourner une trajectoire. Mais si je peux la rendre plus sûre, plus belle et plus rassurante, ou en tout cas évidente pour quelqu'un assailli par les doutes et la peur, et ça je peux pas le juger, en fait moi j'ai réussi et j'ai gagné ma journée. Si à la fin de la journée, il y a un chèque du montant duquel, lorsque je le lis, j'ai pas l'impression de me faire insulter, je suis au paradis. Il me manque cette dernière petite chose. Mais c'est pas grave, on continue les amis, et on sait pas de quoi demain sera fait, et c'est pour ça que vous me verrez continuer à essayer de m'épanouir maintenant, plus en enseignant réellement, mais en intervenant dans des écosystèmes que je trouve sains et que je trouve utiles. Et on sait pas de quoi demain sera fait. Mais sachez que j'ai donné pour poursuivre dans cette voie-là. J'ai certainement manqué de plein de choses, de plein de qualités. J'ai peut-être pas assez poussé. J'ai bien plus de reproches à me faire que d'excuses à brandir. Mais j'ai tout fait avec sincérité dans cette voie-là. Vraiment, je vous le garantis. Donc si parmi vous, il y a des gens qui sont dans le même cas que moi et que vous avez envie qu'on en parle, n'hésitez pas, je pense qu'on n'est pas beaucoup, mais qu'on se trouve déjà trop nombreux. À tous mes élèves, n'hésitez pas à me donner des nouvelles si ça vous porte à cœur, si ça vous tient à cœur, pardon. Ne vous sentez pas obligé, c'est pas du tout l'objectif. Mais j'espère que vous allez bien, et j'espère que si un jour vous avez besoin d'aide et que vous vous dites, tiens, peut-être que ce zozo de Basile qui nous criait dessus, il y a 3 ou 4 ans, ou 5 ans, on s'en fout, aurait une potentielle réponse ou un avis, je vais pas faire le timide et me comporter comme un étranger, je vais lui écrire,
Parce que comme je vous le disais, le luxe que j'ai à avoir enseigné, c'est à la fin de pouvoir regarder 30, 40, 100, 2000 personnes dans les yeux et leur dire « Maintenant, on se connaît.